à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Autour de la table, Eric. Salut à toi, Eric. Vas-y. Vas-y. Salut à toutes et à tous. Ah, ça y est, quand même. Et oui, hein. Et la technique a changé et il faut s'adapter. Salut à toi, Olivier. Salut. Ah, ça marche, dis donc. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Salut Eric, salut Marco, salut tout le monde. Voilà, on va revenir sur cette 26e journée de championnat de Ligue 1 McDonald's avec, je crois que c'est pour la première fois à la radio, un match qui n'est pas terminé. Match interrompu entre Montpellier et la SSE, interrompu à la 60e minute de jeu alors que les Verts menaient 2-0. On va revenir sur ces 60 minutes de jeu parce que je trouve que c'est important quand même de revenir là-dessus. On va revenir également sur les échauffourées dans le COP montpelliérain qui ont donc interrompu cette rencontre. Il y aura une page altiligérienne, il y aura aussi des morceaux musicaux. On terminera bien sûr avec l'agenda, même s'il y a une trêve internationale, et dans une dizaine de jours il y a un match important à Geoffroy Guichard et on terminera avec les coups de cœur et les coups de tête. Bref, c'est parti pour 55 minutes de rock and foot et on commence tout de suite avec le match du week-end. Et il veut pas. Match du week-end. Si. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Ouais, on commence par l'équipe alignée par Eric Horneland. Devant l'Arseneur, Berdouer et Nadé composent la charnière. Masson est arrière droit, Petro arrière gauche. Au milieu, on retrouve Ekwa, Tardieu et Bouchouari. Alors Bouchouari est aligné de dernière minute pour pallier le forfait de Mouefek lors de l'échauffement. En attaque, rien ne bouge avec Cardona, Stassin et Davitashvili. Alors comme d'habitude, les Verts démarrent tambour battant la rencontre. Tardieu s'illustre dès les premières minutes, mais sa frappe en pleine lucarne est détournée par Lecomte. Ce n'est que partie remise car sur une nouvelle incursion stéphanoise, Cardona trouve Stassin qui se joue de son défenseur pour ouvrir la marque. De près, 0-1 dès la 11e minute. Cette fois-ci, la domination des Verts continue. Ekwa et Cardona se heurtent au gardien montpelliérain. On se dit qu'on va enfin passer une après-midi tranquille, mais c'est sans compter sur le traditionnel fait de jeu qui vient plomber l'AS Saint-Etienne. Cette fois-ci, monsieur Le Texier, l'arbitre de la rencontre, administre un deuxième carton jaune à Maxime Bernauer pour une faute identique à la première, une faute de main sur le visage de l'adversaire. Bernauer est exclu et va donc laisser ses coéquipiers à 10 pendant 45 minutes. Alors début de deuxième mi-temps, les Montpelliérains se montrent forcément plus à leur aise. Curieusement, même à 11 contre 10, ils laissent quand même des boulevards en contre. Davitashvili ne se fait pas prier et comme un copier-coller du premier but, c'est Stassin qui vient inscrire un doublé de près face à Lecomte. 2-0 pour les Verts. Pour la butte paillade, ça en est trop. Des fumigènes sont envoyés sur la pelouse et on allume même un feu en tribune. Au bout d'un quart d'heure, l'arbitre arrête le match et au bout d'un quart d'heure, le match est définitivement arrêté sur le score donc de 0-2 pour l'AS Saint-Etienne et ça laisse évidemment la place à beaucoup d'élucubrations et de commentaires divers et variés. Merci Eric et effectivement on en saura plus on en saura plus demain mercredi puisque la commission de discipline Pas sûr. La commission se réunit demain pour statuer sur certaines choses concernant Montpellier, mais pas sûr qu'elle prenne la décision vraiment sur le fait de rejouer ou non la partie, à quelle minute elle reprendrait éventuellement. Voilà, donc en tout cas, c'est un match effectivement qui n'est pas allé à son terme. Alors, nous, ça nous est arrivé par le passé, mais du fait d'intempéries, jamais du fait d'incidents dans les tribunes. Donc avant de parler de l'action coup de poing des ultras montpelliérains qui était à prévoir en cas d'énième contre-performance quasi synonyme de relégation, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé sur Rectangle Vert, en commençant par le groupe retenu par Eric Horneland, donc nouveau quinquagénaire comme moi, avec une bonne nouvelle, le retour de Wadji, qui est absent des terrains depuis fin novembre, mais par contre l'absence de Batou Binsika qui lui est rentré de suspension. Il n'était pas convoqué, pas plus que Fomba qui était aussi entré en jeu au Stade Océane. Briançon et Nguessan étaient absents également. Surpris que notre défenseur n'ait pas fait le voyage.
Bah oui, hein, puisqu'il était en balance pour avoir cette place. Alors, il y a quelque chose d'extra sportif qui lui est arrivé et peut-être que ceci explique cela. On peut peut-être penser qu'il n'avait pas la tête à jouer un match aussi important. Je pense que si, ça peut quand même te traumatiser un peu ce genre d'événement quand même. Hein. Alors, puisqu'on en parle, et ceux qui n'ont pas suivi, Batu Binsika a été victime d'une agression à la fin du match précédent. En rejoignant sa voiture, on lui a asséné un coup de poing alors qu'il s'apprêtait à prendre sa voiture. Et le club... En sortant du stade en voiture. Il a ouvert la vitre pour signer un autographe, normalement, et puis la personne qui s'est approchée de lui a asséné un coup de poing. D'accord. En tout cas, le coup de poing, il a bien eu lieu, et je pense que ça vient de là, en fait, pour ma part. Qui soit absent du groupe. Ouais. Un avis, Marco Moi, ce serait plus sur les prestations. Oui, on va y venir, t'inquiète. De Batou lors des matchs précédents. Hein, Battu. Voilà. Mais ouais. Moi, c'est là-dessus que je justifie, en fin de compte, le fait que Horneland ne l'ait pas choisi. Préféré, par exemple, Abdelhamid, qui est entré en jeu suite à l'expulsion de Bernauer. Abdelhamid, natif de Montpellier. Donc, un mot sur la compo dont tu viens de parler, Olivier, avec un seul changement par rapport à la précédente composition d'Horneland. Au milieu de terrain, où Tardieu était titulaire aux côtés d'Ekwa et de Bouchouari. Encore, tu viens de le dire, Bouchouari, qui était responsable du penalty au Havre, était privé au départ comme remplaçant. Au dernier moment, il a suppléé Mouefek, apparemment préservé suite à une alerte aux ischio-jambiers. Alors, s'il avait été apte, est-ce que vous auriez préféré voir Mouefek plutôt que Bouchouari, ou bien un tandem Mouefek-Bouchouari au détriment de Tardieu? Ouais, ma deuxième solution, moi je mets toujours Bouchouari, évidemment. Parce que il peut faire la différence offensivement, distribuer des bons ballons devant. Donc quant à Bouchouari, qui est quand même un joueur prometteur et qui a démontré qu'il a toutes les capacités pour éliminer du monde au milieu de terrain et offrir des belles balles de contre ou des belles passes décisives, je mets Bouchouari. Ouais, c'est difficile le choix, hein, parce que ils ont des qualités différentes, mais influentes. Hein. Sur certains matchs, c'est Mouefek qui va faire la différence. D'ailleurs, il est beaucoup plus impactant au niveau des passes décisives que Bouchouari. Et puis Bouchouari, je l'ai un peu égratigné parce que je trouve que c'est un peu... bien sûr, on peut dire que c'est une erreur de jeunesse, mais il est plus si jeune que ça. Et c'est la main là qui nous fait. D'un côté du terrain, il ne se procure pas ni de but ni de passe décisive. Et de l'autre bout, côté du terrain, par contre, il procure des pénaltys pour l'adversaire. Donc j'ai encore un peu en travers de la gorge le match de Bouchouari de la semaine dernière. Bouchouari, qui je le rappelle, avait été l'auteur du but à l'aller contre Montpellier. Tout à fait. Venons-en au jeu, justement, proposé par les Verts. Donc, vous pensiez des intentions stéphanoises en première mi-temps, plutôt convaincu, j'imagine? Oui, convaincu, parce qu'on s'est créé quand même pas mal d'occasions. Tardieu qui allume la première mèche, Bouchouari aussi. Le milieu de terrain, Tardieu et quoi, Bouchouari. Donc, il y a eu des occasions et le portier montpelliérain a été sollicité plusieurs fois. Et il fait des beaux arrêts au cours de cette première mi-temps. Ce qui donne aussi pas mal de corners de notre côté. Qu'on a tiré en 2 temps, les 2 premiers. Ouais. Le 3e a été tiré directement par Tardieu, mais les 2 premiers jouent à 2. Ouais, donc plutôt satisfaisant cette première mi-temps en faveur des Stéphanois. Peu d'occasions subies par les Montpelliérains au cours de cette première mi-temps. Pas trop de danger sur la cage de l'Arseneur. Donc moi je trouve une première mi-temps plutôt bonne et puis qui a été récompensée grâce à un beau mouvement où les deux là se trouvent vraiment bien. Là, Cardona et Stassin, ils commencent vraiment à bien se trouver tous les deux dans l'avant-poste et ça a payé sur ce premier but de Stassin avec cette superbe ouverture de Cardona hein, de l'extérieur du pied droit. Rapidité et tout, efficacité. Ouais, en plein cœur de la défense montpelliéraine, aux abois. Parce que moi, j'ai envie plutôt de pointer du doigt la faiblesse de cette équipe montpelliéraine. La défense en particulier. Et la défense, même si c'est des milieux qui s'illustrent, je dirais tout. Et j'avais déjà remarqué au match aller qu'ils étaient physiquement, surtout en fait, qu'ils n'étaient pas du tout au point physiquement. Et là, je trouve que c'est vraiment la faiblesse montpelliéraine qui explique ces vagues stéphanoises. Hein.
Franchement, il y a eu beaucoup d'opportunités pour les Verts, même dès le début et durant toute la première mi-temps, et même à 10 contre 11. Donc c'est bien la preuve que c'était friable du côté Montpellier. Il y a eu 3 occasions, donc tu mentionnais précédemment avec les milieux de terrain, même une double occasion, puisque la frappe de Boucherie est suivie d'une reprise dans le petit filet de Cardona. Donc un joli but de Stassin, comme on vient de le dire, suite à une ouverture de l'extérieur du pied de Cardona, qui effectivement, les deux joueurs se trouvent bien, de mieux en mieux, et c'est bon signe pour les Verts. Et puis des cartons, 2 en 2 minutes, adressés par l'arbitre, donc pour David Ashvili pour avoir retenu Chotard par le bras, puis Bernauer pour un léger accrochage sur Delors. Donc c'était le 3e carton jaune pour le défenseur arrivé au mercato, donc synonyme de suspension. Et puis juste avant la mi-temps, le jaune se transforme en rouge. Rappelez-vous, Havre, on marque au bout de 10 minutes, et puis après on prend un penalty à la 45e. Là on marque au bout de 10 minutes, et après c'est pas un penalty à la 45e, c'est un carton rouge, donc pour Bernauer. Donc à ce moment-là, encore lui ? Non, c'était oui. Encore lui, ouais. Ouais, donc un rouge très sévère, pour en parler, adressé par Monsieur Le Texier. Monsieur Le Texier désigné meilleur arbitre du monde en 2024. Monsieur Le Texier qui, il y a 3 ans, rappelez-vous, avait expulsé 3 Stéphanois, Briançon, Cafaro et Green contre le Havre, et qui plus récemment n'a pas expulsé le monégasque Singo, déjà averti alors qu'il venait de piétiner le visage de Donnarumma. Donc comment expliquer cette décision de l'arbitre non déjugée par la VAR ? Moi, j'ai... Comment dire ? Parce que vous en voulez un peu aux joueurs d'avoir... Non, mais attends. C'est un peu moins. Bah oui, parce que bon... Ouais, mais le Texier, à chaque fois qu'on se fait arbitrer par lui, une fois sur 2, c'est catastrophique. À mon avis, il a de la famille lyonnaise dans ses antécédents, c'est pas possible, quoi. C'est la soirée entre Abdelhamid qui est Montpellier. Olivier. De réagir de la sorte, ces 2 cartons jaunes portés à Bernauer, dont le deuxième... C'est presque scandaleux. Scandaleux. Qu'est-ce que tu veux que... Voilà, bien sûr, chaque être humain, on a 2 bras, effectivement. Il le met sur la gauche et ça va sur le visage de Mahama. De Mahama, l'attaquant montpelliéran. Mais de là à sortir un 2e carton jaune et d'exclure, c'est qu'il faut vraiment en vouloir au vert. Et moi, je crois sincèrement que le Texier, il en veut vraiment et il est pas juste dans ses décisions. Et au-delà de ça, et on l'a vu au cours de la première mi-temps, je sais pas si vous l'avez vu au cours de ce match, à chaque fois que les Verts obtenaient un coup franc, donc une faute qui a été effectuée par les Montpelliérains sur les Stéphanois, il a engueulé Masson, Stassin et Cardona. Je sais pas si vous avez fait attention, mais il a été virulent, on le voyait. Je sais pas ce qu'il s'était dit, mais c'était virulent. À chaque fois, 3 fois au cours des 45 premières minutes. Vous croyez que c'est normal, ça ? À chaque fois, de réagir de la sorte ? Est-ce que tu vois d'autres arbitres fonctionner comme ça ? Sur Masson, j'ai cru qu'il allait lui mettre un carton. Alors, je sais pas quels sont les propos, mais quel est ce genre de comportement d'un arbitre qui doit être normalement neutre, d'engueuler comme ça les joueurs un par un, côté stéphanois ? Ça vous a pas marqué ? Masson, si, moi ça m'a marqué. Non, j'ai pas fait attention. Donc je trouve que c'est toujours la même chose avec ce meilleur arbitre, voilà. Puis, donc je m'y reconnais pas et je suis très déçu de l'évolution de l'arbitrage sur cette rencontre, quoi. Du début de cette rencontre jusqu'à ce que le match soit interrompu. Puis il faut dire que les Montpelliérains en ont beaucoup rajouté aussi à chaque fois. Mais à chaque fois, mais ils tombent dans le panneau, ils favorisent en fin de compte les tricheurs. Mais on l'a déjà dit il dans a mis cette un émission. carton pour simulation là, Savanier. Je suis plus d'accord. Ouais. Olivier, donc par rapport à Bernauer. Ouais, je suis plus d'accord sur le fait qu'il s'est fait avoir par la roublardise des Montpelliérains parce que on peut pas crier. On peut pas crier tout le temps. Vous êtes ce soir, vous êtes un peu dur parce que tu as insinué que déjà parce que Abdelhamid est né à Montpellier. Non, j'ai rien insinué. Si. Non. Si tu le places dans ton commentaire, c'est que tu insinues que c'était une très mauvaise idée que peut-être qu'il pourrait lui venir à l'idée de jouer contre son. Pas du tout. Non, pas du tout. Ah, je t'assure que non. Ah bon ? Quand même pas. D'accord. En tout cas, je trouve qu'ils ont beaucoup rajouté. C'est Delors sur le premier carton jaune qui en rajoute, et là, c'est Mahama qui en fait des tonnes. Alors peut-être que nous, il manque un peu de jugeote sur ce coup-là, le deuxième. Sur Bernauer,
Je sais pas si en Croatie il a appris à faire ça, mais c'est à déconseiller quand même. Si vraiment tu le prends à part et que tu travailles la défense, il faut lui dire de pas mettre les bras comme ça à l'auteur du visage, parce que mais quand tu forcément cours, non, mais quand Olivier, tu cours pas les bras comme ça mais tu cours pas derrière, le long de tes jambes. Bah non, mais le visage il est pas, tes mains c'est pas les coudes là, c'est à chaque fois les mains qu'il a mis des quand gifles. tu cours, t'as oui, bien mais pas à les cette bras hauteur là. En fait il joue des bras un peu comme au basket. Il joue des bras et ça lui a. Voilà, c'est sévère, hein, je suis d'accord, on est entre deux. C'est très sévère, mais je ne utiliserai pas la théorie du complot sur cette action-là. Donc, une fois Bernard expulsé, c'est Ekouin qui est redescendu les quelques minutes qui restaient jusqu'avant la mi-temps. Et puis donc, Abdelhamid qui rentre à la pause. Et c'est la surprise. On pensait habituellement, quand c'est une expulsion, c'est un joueur offensif qui sort. Donc on pensait voir sortir Davitashvili ou Cardona, et puis c'est Bouchouari qui, donc on l'a dit tout à l'heure, ne devait pas démarrer la partie, qui est sorti. C'était une manière en tout cas de traduire la volonté du coach de continuer à aller de l'avant. Ça c'est plutôt bien vu. Oui. Oui, tout à fait. Après, il faut compter sur les deux milieux, et Tardieu. C'est quand même un boulot énorme qu'on leur demande en sortant un de leurs comparses au milieu de terrain, quoi. Mais souvent, on sort un joueur offensif. C'est ça. On condamne un joueur. Mais déjà, en titularisant Tardieu, ça voulait dire qu'il voulait reprendre en main la possession en Hollande. Et moi aussi, j'ai bien aimé. On a eu la possession, hein. C'est 59%, on a eu la possession. Et 65 avant le carton rouge. C'est ça. Et c'est une façon pour Orneland de réagir à la suite du dernier match. Parce que le dernier match, on avait abandonné la possession à l'adversaire. Ça lui a pas plu du tout. Il l'a dit à la fin du match. Et là, il met Tardieu, qui est plutôt un joueur habile avec le ballon et qui organise, qui lève la tête. Donc non, j'ai bien aimé. Et puis le pressing, quand une équipe comme Montpellier qui est pas très très bien physiquement, bah quand le pressing c'est l'arme absolue, hein. Parce qu'à chaque fois quand on récupère la balle dans les 40 mètres adverses, bah, ça fait une occasion de but, donc c'était plutôt bien vu. Ok, on va passer à un premier titre musical, on reviendra sur cette rencontre et l'issue, favorable ou défavorable, on en parlera après. Le morceau musical, ça sera une Montpelliéraine. C'est pour la première fois, je vais vous passer un titre en live, parce que je ne l'ai pas trouvé, il n'est pas sorti pour l'instant. Donc il est qu'en live, c'est la Montpelliéraine Nika Liflang avec le titre Un soir électrique. Je dois dire que tu m'épates dans ce soir électrique. Est-ce un hasard ou pas que ton cœur de granit me donne un réflexe de panique? Dans le soir électrique sera tout si par la musique. Palapa, et cet air de guitare finit par me mettre le cafard. Dans le soir électrique, dans le soir. Dire qu'il est tard, sans le prendre pour moi, je réplique. Mais tu me réponds toujours pas. L'ancienne chanteuse des Limanianas, Nika Liflang de Montpellier, qui nous offre ce soir électrique, toute seule à la guitare, boîte à rythme et avec ses pédales, notamment la loupe. Ça donne ça. Voilà, elle est en train de sortir un dernier album là, il me semble, j'y porte attention puisque c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Voilà, retour avec ce match interrompu entre Montpellier et Saint-Etienne, et on va justement revenir sur les issues favorables ou défavorables. On peut extrapoler là-dessus. Ouais, avant ça, une petite question. Donc, on s'est arrêté sur le carton rouge. Donc, au retour des vestiaires, la SS joue à 10. Mais Stassin, après une première occasion avortée, profite de la défense gruyère pour s'offrir un doublé. Donc, 5e but en autant de matchs pour l'attaquant belge. Et même 7 buts avec une passe décisive si on prend juste l'année 2025. Donc, Cardona était l'homme de la montée l'an passé. Stassin, là, semble cette année le facteur X de cette équipe. Il y a une belle complicité entre les deux, on l'a dit tout à l'heure. Effectivement, c'est très intéressant. Donc, on sent qu'il a un plus grand volume, qu'il a pris de l'épaisseur et qui confirme les espoirs placés en lui. Donc, qu'est-ce que vous voyez en cet homme, donc l'homme providentiel, pouvant nous permettre à la SS de se maintenir?
Moi, j'ai jamais douté. Hein. Oui, moi je doutais au début, je le dis, honnêtement. Mais j'ai jamais douté de Stassin dans ses déplacements. On voyait qu'il y avait quelque chose. C'est vrai et pourtant il est jeune. Hein. Et même quand il marque pas, il fait vraiment du boulot pour revenir récupérer un moment. Il vient récupérer un ballon, mais dans sa moitié de terrain, pour offrir une contre-attaque. Donc il y a tout le travail qu'il fait à côté de ça. Et en plus, il est super adroit là pour marquer de près, faire un crochet. Alors c'est vrai que les défenseurs, ils sont pires que les nôtres. Hein. Le défenseur montpelliérain, il est aux abonnés absents, mais bon, je suis content pour lui et c'est une bonne pioche. Après, une bonne pioche. La vue de Cardona lui a fait du bien. Hein. Peut-être, je trouve. Ouais, je trouve qu'il se trouve assez facilement et sur cette rencontre-là, ça a été vraiment criant. Donc, en plus, il se crée, avant qu'il marque le deuxième but, il se crée une occasion sur le service de Cardona. Hein, c'est arrêté par Lecomte, le portier montpelliérain. Juste avant. Donc, juste avant. Donc, oui, ça fonctionne plutôt bien. Et ouais, pourquoi pas. Moi aussi, hein, franchement, j'y croyais pas. Mais effectivement, là, sur cette rencontre, Stassin, il est au-dessus du lot. Il n'y a rien à dire. Et voilà, et tant mieux pour les Verts. Donc avec son doublé, il est à n'en pas douter l'un des hommes forts, donc l'un des verres à moitié plein. Est-ce que vous en voyez d'autres ? Moi j'ai bien aimé pour une fois les latéraux, Masson, et puis Petro. Bon alors Alessandre c'est pas ça, mais il a fait quelques tacles salvateurs. Là, il se bat bien, hein, c'est peut-être le meilleur. Mais Masson était pas mal je trouve. Masson comme la fois précédente. Hein. Vous en avez parlé. Je trouve que Masson, il apporte sur ce flanc droit quand même beaucoup plus de percussion, déjà que le flanc gauche, mais qu'auparavant, hein, qu'à Pia. Donc c'est tant mieux pour nous, parce que ça vient souvent de la droite. Quoi. Voilà, puis je rajouterai Cardona quand même, parce que... autant le deuxième, la passe de Davitashvili, elle est un peu loin du but, mais la passe de Cardona, c'est elle qui vient un peu déséquilibrer la défense de Montpellier. Sur le premier but à l'extérieur, oui. Bien sûr. Des joueurs que vous avez moins appréciés, c'est difficile, hein. Ouais, c'est vrai que Montpellier est tellement peu dangereux que... Bernauer. Tu mettrais Bernauer par rapport au carton. Ouais, Bernauer quand même. Davitashvili, moi je ne retrouve pas le Davitashvili de l'automne. Ouais. Voilà, toujours trop effacé pour ce genre de rencontre. Et les fois précédentes c'était un petit peu pareil. Et moi j'ai pas trouvé. Alors il peut faire des très bonnes choses, hein, mais je l'ai trouvé quand même pas à son avantage une fois de plus sur cette rencontre. Donc on en arrive à cette fameuse 57e minute. Donc le deuxième but stéphanois inscrit à 10 contre 11, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les ultras montpelliérains, qui laissent éclater leur colère, qui mettent littéralement le feu à la moisson. Donc des fumigènes sont lancés sur le terrain, un incendie est provoqué dans le COP, où incroyable mais vrai du mobilier, une poubelle également sont introduits par des individus. Donc on pouvait s'attendre à ce type de débordement, en tout point condamnable, en cas de contre-performance. Un stadier a été blessé lors de ces incidents qui ont conduit l'arbitre à stopper la rencontre. Donc il avait fait rejouer il a fait repartir le jeu dans un premier temps 2-3 minutes, hein, c'est sur l'exécution d'un corner, et puis il a arrêté définitivement le match. À noter également la réaction quand même lamentable de certains joueurs montpelliérains qui ont accusé Stassin d'avoir attisé la colère des ultras de l'abus de paillade en célébrant son but. Il y a Cazerie en particulier qui était dans le lot, l'ancien stéphanois. Donc il y a des... Après il tire la langue. Hein. Oui, mais tu as vu à la fin, Cazerie a été... voir Stassin pour lui faire comprendre que quelque part il était responsable de ce qui s'était passé, des débordements. Alors, bien sûr ça venait de son équipe. Donc votre regard sur tout ça, on entend de plus en plus parler de la dissolution de certains groupes ultras. Celui-ci bizarrement n'est pas concerné. Quand on voit ce qui s'est passé à la Mosson, on se dit que ça ne peut qu'accélérer le processus si on ne comprend pas ce que viennent faire les groupes stéphanois dans la liste. Oui, alors là, c'est une question très large. Moi, ce que je trouve que c'était prévisible. Effectivement, c'est un match entre le dernier et l'avant-dernier. Donc, tu peux quand même estimer, voir qu'il y a 3 possibilités. Hein. Le match nul, la victoire des Verts et la victoire de son équipe locale. On est d'accord. Merci Eric. Merci Marco. Donc, en partant de là, tu peux te dire que s'ils sont menés, ça peut mal se passer dans les tribunes. Et puis voilà, ce qui est arrivé au bout du deuxième but, le COP montpelliérain a réagi
mal, avec des feux au milieu de la tribune, donc qui n'ont rien à faire dans un stade de foot. C'est ce genre de personnes, normalement, avec les caméras, tout ça, en plus, il n'y avait pas d'écharpe, pas de cagoule ou quoi que ce soit, tu peux tous les choper. Hein. Il y en avait qui avaient des cagoules. Ouais. Mais tu peux tous les choper, c'est évident. À la sortie. Parce que c'est là le truc qu'il faut trouver. Les fauteurs de troubles, faut les sanctionner, tout simplement. Il y a eu une arrestation, t'imagines. Ouais, voilà, mais ça, c'est du foutage de gueule. Il faut sanctionner de manière individuelle et pas collective. Mais personne ne le fait. Mais personne ne le fait. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut se mettre à la place des flics aussi. Hein. C'est facile comme leur tout. métier, c'est leur métier. Tu me donnes l'organisation de cette rencontre. Crois-moi que je regarde les qui caméras. Qui a fait quoi et évidemment, entre une personne a un bombers noir et une autre personne avec un bombers noir, à la sortie, t'arrêtes laquelle et qui a une cagoule. Non mais tu fais ça sur plusieurs jours, mais tu les as tous. Tu les as en photo, tu les as tous, les gars. Donc je trouve ça. C'est une volonté, tout simplement, de sanctionner ou pas individuellement. Mais en plus, ils sont pas 36 000, les gars. Ils sont une petite centaine. Franchement, tu peux. Alors moi, je suis dans la tribune. Je me cache derrière un petit groupe. J'ai juste à passer le bras pour lancer un fumigène. Personne va m'arrêter à la sortie. Hein. Mais c'est ce qui est le cas, oui. Oui, voilà. Là, t'auras beau organiser comme tu veux, tu m'arrêteras pas. Hein. J'aurais passé inaperçu. Mais moi, si je m'en occupe, je peux te promettre. Mais regarde, dans cette situation que je viens d'énumérer. Un par un, t'y restes 4 ou 5 heures, mais tu les arrêtes, évidemment. Oui, mais pas forcément celui qui a lancé. Tu vas arrêter. Mais t'as les images. Mais non, les images, je passe par derrière, je fais comme ça. Tu me verras pas que je balance et les images, tu peux pas avoir des images partout non plus. T'as plusieurs caméras, je sais pas combien de caméras. Déjà à Geoffroy Guichard, il y en a combien des caméras, Eric? Ouais, c'est sûr. Il y en a combien? Il y en a plus de 150, non? Donc tu peux en choper, en tout cas. Tu peux en plus en choper plus que un seulement. Évidemment. Surtout qu'à la sortie, il y a eu des échauffourées aussi. Mais c'est plus que prévisible un match comme celui-ci. Pourquoi ils n'ont pas anticipé? Pourquoi ils n'ont pas anticipé ce genre de choses? En plus, il n'y avait pas les supporters verts et le préfet avait interdit le déplacement des supporters stéphanois. Mais franchement, c'est tout simple, quoi. C'est tout simple. Pour moi, ça montre une fois de plus l'incompétence à tous les niveaux. Et je trouve ça regrettable. Et toujours, c'est le football qui est toujours pris en otage. Alors, après, comparé à ce qui s'est passé, alors c'est vrai, à la fin de la saison, quand on est descendu en Ligue 2, moi j'ai trouvé ça gentil, hein. Par rapport à ce qu'on avait vu à Geoffroy Guichard, c'est-à-dire une attaque, vraiment une attaque, une horde de supporters qui rentrent et qui balancent des fumigènes sur le banc des remplaçants. J'ai trouvé ça de la rigolade. Hein. Il y avait un pauvre banc, un petit feu comme ça, et un pauvre banc. Franchement, en Turquie aussi, ils rigolent. Hein. Et il s'est rien passé à Montpellier. L'inconvénient, c'est que c'est pendant la rencontre. Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est inqualifiable, ça doit pas exister, mais faut pas non plus en faire des tonnes et des tonnes, quoi. Bon, la question qu'on se pose maintenant, c'est la suite, hein, et maintenant. Donc, selon l'article 549 bis, pour être précis, du règlement disciplinaire, donc il y a plusieurs possibilités, plusieurs décisions qui peuvent être prises. Donc, la première, c'est de rejouer le match intégralement. La deuxième, de reprendre la rencontre à partir de la minute d'interruption. Troisième solution, entériner le score au moment de l'arrêt. Et puis la quatrième, sanctionner Montpellier d'un match perdu par pénalité. Alors, le premier cas de figure, rejouer le match intégralement, vous serez d'accord pour dire que ce serait absolument inadmissible, évidemment. C'est déjà arrivé. Encore plus vu la situation de la SS au classement. C'est arrivé, il y a un précédent, c'était Nice-OM en 2021, avec l'affaire Payet, rappelez-vous. Donc le match avait été interrompu à la 75e minute sur un score de 1-0 pour Nice. Il avait été rejoué à huis clos à 3. Ça s'est fini par un score de 1 partout. Et puis il y a un exemple encore plus récent qui concerne comme par hasard Montpellier. Donc lors du match Montpellier-Clermont en 2023, où un pseudo-supporter avait lancé un pétard en direction du gardien Moridio, qui avait occasionné l'interruption de la rencontre à la 91e minute, alors que Montpellier menait 4-2. La commission avait donné le match à rejouer. Et en plus, un point de pénalité pour Montpellier avec un autre avec sursis. Et le match à rejouer s'était terminé par un score de 1 partout. Deuxième cas de figure, donc reprendre la rencontre à partir de la minute d'interruption. Ça s'est produit il n'y a pas longtemps, en octobre dernier, lors du derby Corse Ajaccio-Bastia, qui a été arrêté en raison d'incidents en tribune et du jet d'un fumigène sur le terrain.
puis définitivement arrêté à cause des conditions météorologiques. Donc le match avait repris un mois plus tard à la 42e minute, ça s'est terminé à 0-0, à huis clos. Et le 4e cas de figure, dernier match perdu, on sait que c'est arrivé à Bordeaux, en Ligue 2 contre Rodez. La rencontre avait été interrompue quand Lucas Boadès avait été bousculé par un supporter bordelais après un but. La commission avait donné match perdu aux Girondins, en plus d'un retrait d'un point ferme pour la saison suivante. Donc là, la décision appartient à la commission de discipline de la Ligue, la commission des compétitions également, donc il va se réunir demain. Mais bon, pas sûr encore une fois que la décision soit prise d'après les dernières informations. Donc on espère tous évidemment une victoire 3-0 sur tapis vert, pas forcément parce qu'on est supporter stéphanois, mais c'est quand même la logique. Mais il se pourrait donc que le match se termine à huis clos, auquel cas il n'y aurait pas de réelle équité, dans la mesure où nous reprendrions à 10 contre 11, mais sans tenir compte de la fatigue accumulée au bout d'une heure de jeu. Donc quelle décision vous semble la plus juste? La fatigue et le fait que les bons plairants, ils avaient la tête dans le seau, quoi, aussi. Oui, évidemment, ça joue. Il y a ça, l'ascendant psychologique, la dynamique, t'as tout, quoi. Donc non, ça serait une issue complètement défavorable. Évidemment. Et par contre, ce qu'il faut bien dire, c'est que, je sais pas si tu l'as dit, c'est que le fait de reprendre à une minute en plein milieu d'un match, ça n'était pas possible auparavant, et ça l'est devenu tout récemment. Malheureusement. En fait. Malheureusement. Sachant qu'il y a une pression qui est mise évidemment par Monsieur Caillot, le président de Reims, qui est comme Nicolas est proche de la Brune. Donc j'espère que c'est pas la décision qui va être prise, que la victoire sera donnée à l'ASS, soit 2-0 score entériné avec le 2 buts laissé à Stassin, soit 3-0 sur tapis vert, et dans ce cas-là Bernauer ne serait pas suspendu. Il y a cette histoire aussi là. Qu'est-ce que tu fais des suspendus? Voilà. L'essentiel c'est de récupérer 3 points qu'on méritait. Mais toute autre décision serait déplacée, parce que ça voudrait dire que quand il est mené au score, il suffit que certains supporters fassent le bousin en tribune. Sauf si t'as un retrait de points. Si t'as un retrait de points, ça encourage pas à faire ça. Ouais, mais bon, c'est ce qui va être le cas, parce que c'est un peu honteux ce qui s'est passé en tribune, donc il va y avoir un point, au moins un point. Donc là, ils sont condamnés. Ils sont déjà condamnés. Ils avaient un retrait de points avec sursis par rapport à ce qui s'est passé à Clermont, mais c'est pas exactement le même cas de figure, parce que contre Clermont, ça avait touché un joueur. Mais là, ça n'a pas touché un acteur de la partie. L'année dernière, il y avait 3 Valenciennes aussi en Ligue 2 qui avaient à peu près le même scénario. C'était supporters troyens, et c'était fini sur tapis vert pour les Valenciennois. Alors, ce qui va peut-être nous sauver, c'est que peut-être Montpellier, ils préparent déjà la Ligue 2, et que finalement ils vont dire allez, on va pas se taper une demi-heure de match, ou alors peut-être ils vont le considérer comme leur dernière chance, mais ça m'étonnerait quand même. Vous avez vu leur défense, l'état de leur défense, l'état de leur attaque. Je veux dire, voilà, à moins Gasset a dit qu'il c'était fini. Il était très résigné, mais aujourd'hui il a changé de fusil d'épaule, parce que le calendrier apparemment est très favorable à Montpellier. Si des fois ils pouvaient revenir à la partie, ils se disent qu'il y a une possibilité de revenir au score, même à 11 contre 10 avec une demi-heure de retard. Mais évidemment, c'est pas les mêmes conditions de jeu, et ce serait inadmissible de reprendre la partie. Mais ils jouent contre Le Havre, ils jouent contre Reims, je crois. Ils ont un calendrier plutôt favorable par rapport aux autres. Après, même s'ils sont largués. Si on prend les 3 points contre Montpellier, c'est fini. Montpellier est en Ligue 2. On est aussi la visée des commissions de discipline de la Ligue. Franchement, on peut s'attendre à tout. Pour une fois qu'on gagne à l'extérieur, là, on serait maudit. Le match arrêté, mais c'est fou, quoi. Mais au niveau de la Ligue, on est quand même très 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 mal vu, et j'ai bien peur que ce qui est inconcevable risque. Donc demain, apparemment, d'être réalisé. Il y aurait des décisions par rapport au huis clos, par rapport aux supporters montpelliérains, mais pas forcément la décision que nous attendons tous, qui a été mise en instruction. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai dit Sachant qu'il n'y a pas de match pendant 15 jours, parce qu'on reçoit le PSG dans 15 jours, donc la décision devrait être connue d'ici là. C'est la première fois qu'on fait une émission coup de tête, alors que le match n'est pas entériné, n'est pas terminé. C'est assez étrange, et c'est comme ça. On va passer à un deuxième morceau musical, un groupe montpelliérain des années 90. Ça sera le groupe Draft Blind, avec le titre Vegetable Vendetta. Lessons in vain.
Le son Noisy, un groupe précurseur de la noisy pop dans les années 90 en France, et plus précisément ce groupe Héraulté, Drive Blind. Ça faisait longtemps que je l'avais sous le coude, à force de rencontrer équipe comme Montpellier, il fallait bien que je vous le passe un jour. Vous êtes bien dans l'émission Rock and Foot, l'émission Coup de tête. On va tout de suite enchaîner avec l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors l'agenda, samedi prochain à 21h, il y a bien un match à Geoffroy Guichard. Ce sera un derby féminin, donc ASS-OL. Un match très déséquilibré évidemment, puisqu'il y a 33 points d'écart avec les Lyonnaises qui au match aller avaient mis 11-0 aux Amazones, donc au match à Geoffroy Guichard, alors que il y a eu un Saint-Étienne PSG récemment à l'Étivalière où les Vertes s'étaient inclinées dans les ultimes secondes de manière scandaleuse, mais bon, ils avaient bien tenu le choc, tandis que là sur un grand terrain, c'est mission impossible. Hein. Face aux Lyonnaises. Et puis la semaine d'après, un nouveau match face aux leaders, mais cette fois donc le PSG, samedi à 19h. Combien de points d'avance? Ils ont 19 points d'avance, mais sur le deuxième. Oui. Donc un horaire particulier quand même, 19h pour un Saint-Étienne PSG, hein, c'est surprenant. Déjà on avait vu un Marseille-Saint-Étienne un samedi à 17h. Donc on ne s'étonne plus de rien. Donc PSG bien sûr l'ogre de la compétition qui est toujours invaincu et qui caracole en tête du classement. Donc avec la dernière victoire face à l'OM, donc on vient de le dire, 19 points d'avance sur le Dauphin, donc quasiment champion de France dès dans 15 jours contre à Geoffroy Guichard, suivant les résultats des poursuivants. Ah oui, ça je savais pas ça. Et bizarrement, l'équipe qui leur a donné le plus de difficultés récemment, c'est peut-être Espali. Oui. Évidemment dans un contexte totalement différent, mais franchement ils étaient à deux doigts d'avoir peur, hein, de sortir de la Coupe de France, alors qu'on sait qu'ils veulent tout gagner. On va demander conseil à Lionel Vaillant alors. Je sais pas s'il faut aller demander à Lionel Vaillant, mais en tout cas tout est possible au football, donc tu y crois? Oui, on y croit bien sûr. On y croit toujours. Mais c'est pas une rencontre avant un match européen non. Le 29 avril. Non, c'est pas avant. C'est le retour des vacances, donc la seule chance c'est que 29 mars, pardon. Ils soient encore en vacances, quoi. On sait très bien que le retour des vacances de tous ces internationaux, soit ils ont beaucoup joué, soit ils reviennent d'Acapulco ou je ne sais où. C'est un match qui précède un déplacement à Dunkerque en coupe, donc ça leur fait pas peur, je pense. D'accord. Donc oui, il faut bien comprendre, chers auditeurs, que la semaine prochaine, donc c'est une trêve internationale pour la Ligue 1 McDonald's, et il y aura pas de rencontre, et il y aura pas de coup de tête mardi prochain, hein, puisque pas de match des Verts, pas de coup de tête. On va pas débriefer France-Croatie. Voilà. Je savais même pas qui c'est qu'ils affrontaient, hein, les Français. Donc voilà. Cette rencontre, donc oui, face au PSG, vous attendez à quoi, vous un 5-0 une fois de plus infligé par les Parisiens sur notre propre terre? Il y a de grandes chances malheureusement. Ils sont impressionnants cette année, hein. C'est une vraie force collective qui se dégage. C'est une des meilleures équipes en Europe, on est bien d'accord, hein. Ouais. Donc quand on voit ce qu'ils font en Coupe d'Europe, donc il y a de quoi avoir très peur. S'il y a une chance après d'accrocher un gros parmi ceux qui vont arriver, c'est peut-être Lyon, parce que c'est un match tellement particulier, et encore, en tout cas on espère, mais là Paris, je vois pas comment on peut les inquiéter. Après, il nous reste 8 rencontres, hein, c'est ça? Oui. 8 rencontres, il va falloir faire à un moment donné des résultats face à des gros, alors pourquoi pas le prochain? Il y en a 5 à domicile, hein, dont 4 Européens, Monaco, Lyon, Brest, qui vont venir à Geoffroy Guichard, et puis on terminera contre Toulouse, mais bon. Au match aller, il y a quand même eu match nul. Hein, non, 2-1. Oui, on perd 2-1. On perd 2-1, pardon. T'as raison. Deuxième match en Hollande. Match nul. Enfin, une belle prestation des Verts hein, pour le deuxième dans Hollande, oui. Avec le coup franc de Davitashvili. Et puis un penalty suite à une main de Petro. Ah, déjà ouais. Un doublé de Dembélé. On arrête là-dessus. Allez, on enchaîne avec les coups de cœur. Si je les trouve, c'est parti. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, coup de cœur pour le visage conquérant affiché à la Mosson par les Verts qui avaient, semble-t-il, parfaitement pris la mesure de l'enjeu. Coup de cœur pour le doublé de Lucas Tassin qui, s'il est comptabilisé, a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives jusque-là. Et puis un coup de cœur pour un ancien Stéphanois, Fousseni Diawara, qui vient d'être nommé sélectionneur des espoirs du Mali. Ah d'accord.
Et coup de cœur, j'en remets une couche sur le match que va retransmettre beIN Sport de la départementale 4 Haute-Loire. C'est le 12e niveau de football en France, et ça opposera, donc je l'ai dit, l'Aussonne à Aiguille, sur le joli stade d'Aiguille au pied de la chapelle Saint-Michel. Je dis ça parce que j'avais pas donné la date et l'heure exacte. Ce sera dimanche 23 mars à 15h. C'est quand même un événement pour le département de la Haute-Loire. Un match commenté par Patrick Guillou, donc l'ancien Stéphanois avec Jean-Charles Sabatier. Il y aura Sonny Anderson présent et en invité Grégory Coupé. D'accord. Qui est lyonnais, mais surtout Podon. Deux lyonnais et un stéphanois, quoi. Enfin. Oui, si on considère aussi que Coupé était stéphanois, puis après lyonnais. Ok. Mes coups de cœur, je reviens vers toi, Eric, en citant Stassin. Stassin qui a été quand même très efficace lors des 60 minutes de jeu de cette rencontre de ce week-end. Et un autre coup de cœur pour le Barça qui a effectué une belle remontada ce week-end dans la chaude rencontre entre l'Atlético de Madrid et bien sûr ce Barça qui était mené 2-0 et qui l'emporte 4-2 avec un but de Lewandowski qui est de pure merveille avec un contrôle de la poitrine et puis tout de suite une reprise du pied gauche magnifique. Donc voilà, ça c'était mes coups de cœur. On enchaîne avec les coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Donc coup de tête bien sûr pour les incidents lamentables qui ont éclaté à la Mosson et entraîné l'interruption d'une partie importantissime pour le maintien que les Verts avaient en main. Coup de tête pour l'arbitrage et le mauvais esprit de pas mal de joueurs montpelliérains à l'image de leurs fans qui n'ont rien trouvé de mieux que de se rendre à l'hôtel où était descendue la délégation stéphanoise pour la réveiller en pleine nuit. Coup de tête également sur le fait que la Ligue puisse décider de faire terminer le match plutôt que de donner la victoire sur tapis vert à la SS. Et puis coup de tête sur la menace de plus en plus pressante d'une dissolution des Magic Fans et des Green Angels. Les groupes ont appelé un rassemblement massif à midi, place Jean Jaurès, le jour de la réception du PSG. Alors, j'ai pas l'habitude d'aller à ce genre de rassemblement, mais le 29 mars. Ouais, pour une fois j'y serai parce que comme il le proclame, le chaudron ne se dissout pas. Ok, de mon côté, je sors un peu de la sphère stéphanoise. Je sais pas si vous avez vu, mais les politiques ne s'emparent pas que des tribunes. Le football est souvent un joli prétexte pour eux. Ils se sont emparés de... Alors, je sais pas si vous avez vu pendant le match entre Angers et Monaco, il y a eu une interruption du jeûne. On est en plein Ramadan. Et pour eux, c'était une interruption véritable du match, et ils ont crié au scandale, alors que ce genre de choses est autorisé en Angleterre et par l'UEFA. C'est vrai qu'en France, la laïcité est une chape de plomb à ce niveau-là, mais il n'y avait vraiment pas matière à créer au scandale. Donc c'est surtout une récupération politique, notamment d'un élu que connaît bien Laurent Wauquiez, une vraie récupération. Chaque fois qu'on peut s'attirer des voix en crachant sur une religion qui mérite tout notre respect, eh bien ils y vont, ils tombent dedans très rapidement. Mes coups de tête, l'arbitrage, monsieur Le Texier, que j'ai vraiment du mal. Je reviens sur les décisions arbitrales, les pénaltys du match entre Lyon et Le Havre. Les deux pénaltys, je ne sais pas si vous avez regardé les fautes, mais maintenant ces fautes de pénalty, sont minimes, quoi. Il y a presque rien du tout, quoi. Et il y a eu beaucoup de cartons rouges aussi. Et ça donne 2 pénaltys. Alors c'est équitable, hein, c'est d'un côté comme de l'autre. Mais moi je trouve ça scandaleux de siffler pénalty sur ce genre d'action. Voilà. Si vous regardez les images, chers auditeurs, donnez-moi vos avis, parce que pour moi il y a que dalle, quoi, il y a que chi. Et je rejoins Eric sur l'acharnement auprès de nos groupes ultras, et là ils ont passé un cap, puisque maintenant les policiers débarquent soit au domicile, soit au travail de certains membres de ces associations, supporters mais pas criminels, et pourtant
Voilà, on a passé quand même un certain cap, et mon dernier coup de tête, c'est le fait de ne pas avoir anticipé ce qui s'est passé dans les tribunes à la Mosson ce week-end. Moi, je trouve ça, c'est de l'incompétence vraiment à grand niveau, et je comprends pas qu'on n'ait pas prévu ce genre d'embrasement d'une tribune de quelques supporters. J'ai vraiment du mal à comprendre, parce que c'était vraiment prévisible. Voilà, on se retrouve donc dans 2 semaines, mardi prochain, pour revenir sur le match entre le PSG, entre Saint-Etienne et le PSG. Donc c'est samedi 29 mars à 19h. D'ici là, allez les Verts. Allez, bonne semaine, bonne quinzaine, et allez les Verts. À bientôt les Verts.